Alors, c'est encore un petit peu tôt, mais après on va planter des fèves. Ça sera peut-être fin du mois, même octobre, quoi. Les fèves à 4-5 cm de profond. Moi, je ne plante pas vraiment sur place, je plante en pot. Encore une fois, s'il en faut beaucoup, mais pour une famille, moi je parle plus pour des familles que pour les maraîchers. Un maraîcher ne va pas commencer à faire plein de petits pots, ou bien il faut qu'il ait des machines et tout ça. Bon, ça c'est plus tout à fait mon domaine. Moi je plante dans des petits pots, mais assez grands quand même, à peu près 10-10 comme ça, et relativement haut, parce que ça fait beaucoup de racines. Hein. Et après, je les implante à la distance voulue, donc pas trop serré non plus. Si c'est qu'une ligne, c'est à peu près tous les 20 cm, une fève. Et à ce moment-là, tu peux les planter plus profond. Donc enterrer un petit peu le début de la tige. Et ça dépend maintenant des hauteurs aussi. Il y en a qui viennent très haut. Ici, j'en ai mis cette année-ci, parce que je ne mets pas toujours les mêmes. Avant, je mettais souvent hang down, c'est-à-dire que les fèves elles pendent comme ça donne de très bons résultats. Ça vient haut, 80 cm. Ici, j'ai mis une autre variété, grosse cosse, quelque chose comme ça, ou grande cosse, c'est peut-être en anglais, il faudrait regarder dans le catalogue, qui viennent, ils étaient 1,80 m. Donc j'ai mis 2 piquets, j'ai mis des bambous et je les ai attachés parce que avec le poids des fèves, ils culbutent et le vent, même s'ils sont à 4-5 cm de profond. On les met 4-5 cm de profond surtout aussi pour qu'ils se maintiennent un peu plus. Et si on peut mettre un fil, si on peut mettre près d'un grillage ou quelque chose comme ça, on s'est trouvé un système pour les attacher. Et cette année-ci, je vais laisser en place mes 2 piquets et mes bambous. Et je vais planter l'ail éléphant, qu'on a encore toujours à disposition pour l'instant. L'ail éléphant qui vient aussi assez haut, donc aussi sur une ligne, qui va donner des belles grosses fleurs. Et l'ail en dessous, regardez un peu ce que Michel a mis sur le net, c'est dessus depuis une bonne semaine, je pense maintenant. Donc il a tout expliqué le mois passé, la culture de l'ail éléphant. C'est quelque chose à conseiller. C'est quelque chose qui n'a pour l'instant pas trop de ravageurs. Parfois au printemps on peut venir des chenilles qui mangent un peu la verdure, mais bon, tant que ça se limite à un petit peu, ça va. Mais question maladie et tout ça, pour l'instant on ne constate pas vraiment quelque chose. On a des très gros cailleux. Très gros. Bon, il ne faut pas mettre ça dans un terrain inondé, bien sûr, mais c'est moins fragile aussi au niveau de l'eau pendant l'hiver. Donc on met ça déjà en fin septembre. Moi, je dirais même qu'il ne faut même pas attendre. Donc quand on récolte, on peut replanter déjà. Je ne vois pas l'intérêt de les faire sécher pendant une paire de semaines avant de les replanter. Enfin, il y a peut-être un intérêt, mais moi je ne vois pas lequel. Donc je vais mettre ça là où il y a eu les fèves. Il y aura déjà les fèves, on n'arrache pas, jamais arracher les plantes, parce que les racines ont autant de volume que ce qui pousse au-dessus du sol. Et ces désentraiges se vont manger par toutes sortes de bestioles, toutes sortes de mycorhizes, toutes sortes de bactéries. Hein, et ils vont aussi faire que votre sol est plus drainant, parce qu'ils vont faire des petits canaux pour que l'eau passe, qu'il y a un échange d'oxygène qui va un peu plus profond que d'habitude. Donc ça peut être que favorable. Donc s'il ne faut pas, n'arrachez pas, coupez à la rasette. Bien sûr, il y a des choses qui vont toujours repousser. Je pense les oseilles, donc un autre nom, je n'arrive pas dessus. Les rumex, donc toute la famille des rumex, là, si vous voulez vous en débarrasser, il faudra une bêche d'1 mètre, hein, pas
parce que dès qu'il y a un morceau de racine qui reste, ça repousse. Éviter alors qu'ils se mettent à graines aussi. Hein. Couper, quand elles montent en graines, couper la hampe éventuellement. Et s'ils sont déjà trop loin, ne mettez pas ça sur le compost et pas ça sur le jardin. Mettez ça plutôt au conteneur avec les déchets verts. Bon, maintenant, s'ils vont faire du compost avec, la plupart des déchets verts maintenant, surtout les épluchures et tout ça, ne servent plus à faire du compost. Hein. Ils servent à s'échauffer pour faire de l'électricité. Hein. Donc ils seront de toute façon aussi... ne jetez pas ça par exemple avec les déchets de haies et tout ça au conteneur. Mettez plutôt avec les déchets de cuisine. Quoique, normalement, on ne peut pas mettre des déchets des jardins dans ces conteneurs-là. Si c'est vraiment très peu, je ne vois pas trop l'inconvénient de ça non plus. C'est surtout pour ne pas encombrer ces bulles ou ces endroits où on met ça, je suppose, et qu'après ils vont venir décharger des remarques et les mettre à côté. Je pense que c'est surtout dans ce but-là aussi qu'ils préfèrent qu'on ne mette pas ces choses-là dans les déchets ménagers. Verts, pas dans les sacs gris. Mais... Voilà, ça dépend des régions, les couleurs des sacs. Donc, les févroles aussi, donc, servent aussi comme engrais verts. Peuvent être mangés, mais il faudra, les autres fèves, quand elles ont séché, il faut faire tremper aussi. Mais les févroles, il faut au moins faire tremper 48 heures pour savoir les faire cuire après et les manger. L'idée, c'est d'avoir des fèves peut-être un peu plus tôt que si on les plante au printemps. Une fève, normalement, ne gèle pas. Quand ils gèlent très fort, ils peuvent être abîmés. Le haut peut être un peu abîmé, mais souvent ça reprend, c'est reparti. Mais ils ont quand même déjà une certaine hauteur avant le printemps, donc ils sont à l'avance. Mais ce qui nous intéresse surtout aussi, c'est que si, mais ça c'est surtout les terrains qui ont pas mal d'azote, ça attire fort les pucerons noirs. Hein, donc les pucerons noirs, c'est pas qu'on les aime bien, mais on aime bien les coccinelles qui viennent manger les pucerons noirs, parce qu'ils se disent, chouette, on est au restaurant, on va faire des bébés. Donc, et les bébés viendront plus tard et s'attaqueront aux pucerons. Ils ont tous leurs préférences aussi. Hein, parce que les pucerons, on dit c'est des pucerons, oui, mais il y a beaucoup de variétés de pucerons aussi. Et ils sont souvent hôtes d'une telle ou d'une telle plante ou d'une sorte de plante. Hein, donc, c'est pas parce que vous avez des pucerons noirs sur les févroles qui vont venir sur vos arbres fruitiers ou sur autre chose. Si ce n'est pas la plante qui leur convient, ils ne vont pas se propager. Je ne vais pas dire que peut-être pour les haricots, parce que c'est un peu la même famille, un peu hein, la même famille. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Si le puceron noir des fèves est le même puceron des haricots. À ce moment-là, on prévoit peut-être pas de mettre les fèves là où ce qu'on prévoit de mettre des haricots tout près, on distance un petit peu et ça devrait bien se passer. De toute façon, bon, ça se s'étend pas si fort que ça, c'est pas comme l'oïdium ou les maladies à champignons habituelles. C'est déjà une petite bébête. Pour comment s'en débarrasser si on veut vraiment pas, ou qu'il y en a vraiment de trop, c'est soit au jet d'eau, pas au cachère, hein, parce que là tu n'as plus de fer non plus. Un bon jet d'eau, parfois une bonne averse, un bon orage fait parfois un grand nettoyage, mais en principe, mais il faut encore une fois récolter la patience que vous avez semée auparavant, attendre un petit peu, parce que les coccinelles, il faut qu'ils les trouvent, il faut qu'ils aient le temps de se nourrir correctement, de pondre des œufs et que ça éclot. Donc ça met un petit temps, 2, 3, 4 semaines. Et tout d'un coup, on voit que c'est rempli de larves de coccinelles d'abord, et puis de coccinelles adultes. Voilà.
Donc c'est toujours plus intéressant de faire comme ça que d'acheter des larves de coccinelle. Ça se vend quand même relativement cher. Bon, tu les mets dans ton jardin, mais 2 jours après, quand ils sont devenus coccinelles, au revoir et merci, et ils sont chez le voisin. Donc autant faire ça naturellement, et c'est une façon de faire. Voilà, donc les pois. On peut encore mettre des pois aussi, moi j'ai déjà essayé. Ça donne un résultat, ça dépend encore une fois des années. Les années plus humides et moins chaudes, ça va donner un meilleur résultat que les années secs et chaudes. On peut aussi faire ça en serre froide, mais là il faudra de toute façon tenir le sol humide. Hein. Donc c'est faisable, il faut avoir de la place. Hein. Souvent on essaye de remplir la serre le plus possible avec toutes sortes de concombres, de tomates, de poivrons, d'aubergines, de je ne sais pas tout ce qui s'ensuit. Donc on n'a souvent pas la place. Celui qui a de la place peut essayer. Ça peut marcher. Les épinards ne germent pas quand il fait plus que 20 degrés. Donc on pourrait dire, ah ouais, c'est de mauvaises graines, ça ne lève pas, c'est pas la peine, je vais aller en chercher ailleurs. C'est peut-être tout bêtement parce qu'il fait trop chaud. Et avec un peu de chance, quand les températures baisseront, tout d'un coup, ils vont être là. Donc, encore une fois, patienter. Il ne faut peut-être pas encore semer ça cette semaine-ci parce qu'on prévoit encore des 30, 31 degrés jusqu'à fin de semaine, quoique la météo, l'un jour, comme pour samedi prochain, parce que ça m'intéresse de savoir quel temps que je ferai, parce qu'on a quelque chose de prévu. Quand tu regardes sur un poste, ils disent qu'il va pleuvoir. Un autre poste, il va faire vraiment super beau avec un grand soleil, aucun nuage, 31 degrés. Un autre poste, c'est mitigé, ça sera... Bon, on verra bien. Mais les températures, en principe, la semaine qui vient, ils prévoient quand même des choses aux alentours. Minimum 22, 24 et maximum 30. Donc, ça ne sera pas le moment que les épinards vont bien lever. Donc, il y a surtout ceux à grains piquants, quand c'est aussi bien pour manger comme engrais vert, qui donnent un grand volume de feuillage. Mais encore une fois, semer clair. Il faut un plant tous les 20 cm, ça suffit dans tous les sens. Parce que sinon, ils vont aussi attraper le blanc, l'oïdium, et ils vont plus être consommables déjà. Et bon, ça, ils vont périr à la limite. Bon, maintenant, il y a 2 façons de faire. Il y a aussi les épinards qu'on met en ligne. Là, on va peut-être plus se pencher sur les fines graines, donc des autres variétés. Et alors, à fur et à mesure, on va aller couper dans la rangée pour manger à fur et à mesure. Ou on va couper pour faire un engrais vert et coucher sur place. Si c'est maintenant, ça, logiquement, un bon jardinier, permaculteur, ne va pas faire des parcs de pommes de terre, donc il n'y aura pas une grande surface à faire de l'engrais vert. Donc, voilà. C'est possible de faire en ligne entre les légumes, comme Michel a déjà tout expliqué aussi, la méthode Anne Frank. Hein, donc, Gertrude Frank. Gertrude Frank, oui, Anne Frank, c'est quelqu'un d'autre. On a tellement souvent entendu Anne Frank que ça part comme ça. Comme au baptême de ma petite fille, le curé qui disait Julie et Mélissa, au lieu de dire Julie et Manu. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des lapsus. Tout le monde a rigolé, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je suis aux épinards. Donc, voilà, il y a les épinards en engrais vert, c'est souvent les conditionnements un petit peu plus importants. Avant, c'était encore plus important. Maintenant, on a aussi un petit peu diminué les sachets. Donc, c'est au 259 066 ou 259 005. Non, c'est 006. J'avais fait une bafouille. Donc c'est 259 006 ou 005. Mais je pense qu'on n'a plus qu'une variété des deux.
Et je me demande même si ce n'était pas la même variété vis-à-vis qu'on achète les graines en Hollande ou qu'on l'achète peut-être en Angleterre. Ils ont baptisé de leur façon, je pense. De toute façon, ça poussait de la même façon. J'ai jamais vu une différence entre l'un et l'autre. Mais je ne sais plus laquelle qu'on trouve. Mais il y en a une des deux, c'est peut-être celle d'Angleterre avec le Brexit qui ne veulent plus les fournir, ou qu'on a plus de difficultés. C'est d'ailleurs un problème pour avoir des graines encore d'Angleterre. Avec ce Brexit, il faut donner de l'argent pour les douanes, etc. Ça devient compliqué, c'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup de choses fort intéressantes et diverses qu'on trouve difficilement ailleurs, qu'on trouvait en Angleterre. Maintenant, c'est plus difficile. Monique, elle m'en a parlé, qu'elle va peut-être quand même essayer de recommander certaines choses en Angleterre. Parce qu'ici, on avait trouvé une firme en France qui travaillait avec les firmes anglaises, mais ils ont arrêté, donc on n'a plus la possibilité là non plus. Certainement, c'était juste après le Brexit, ça a peut-être à voir aussi. Donc, et on a trouvé une autre firme, mais ils ne nous donnent aucune indication de récolte de graines et de durée de germination des graines. Et on a demandé des explications. Ils ont dit, ben, de toute façon, ce que vous envoie, c'est qu'ils sont bons à semer, mais il ne faut pas tarder à les semer. Bon. Pas très sérieux d'un côté, et pour nous très ennuyeux. Parce que ça veut dire que si les sachets de graines ne sont pas partis, on ne sait pas trop si ça va encore germer. Donc à ce moment-là, nous on met beaucoup de restrictions et on va les tester si possible, si on a le personnel qu'il faut, personnel entre guillemets, c'est tous les bénévoles, pour faire de retour des essais de germination. L'année passée, on en a fait pas mal, mais on ne sait pas tout faire. Hein. Il y a 4000 variétés, on ne sait pas tout essayer. Hein. Mais il y a des choses qu'on sait qui sont valables et qu'on a les dates des fournisseurs aussi qui disent qu'ils sont valables. Et pour eux, c'est une garantie valable jusqu'à telle date. Après, ça se peut qu'ils sont encore valables, mais ils ne garantissent plus. Hein, donc c'est encore différent. Mais moi, je prends toujours, c'est souvent moi qui détermine un peu la durée qu'on va garder les graines. J'essaye toujours de faire une marge de 1 ou 2 ans de sécurité que je mets en moins que ce qui est prévu, en espérant que ces graines-là soient vendues avant que... avant qu'on doit racheter des autres. Quoi. Alors, je suis loin des épinards. Hein. Les oseilles, donc les rumex, c'est une famille de rumex. Hein. Attention, acide oxalique possible. Et le plus que l'oseille est vieille, le plus qu'elle s'est chargée en acide oxalique. Par exemple aussi, l'épinard perpétuel, c'est de la même famille, se charge avec les années aussi d'acide oxalique. Donc retient cet acide-là. Donc ça s'accumule, donc il y en a de plus en plus. C'est pour ça que on conseille tous les 2-3 ans de remplacer les plants. Ou déjà d'essayer de les diviser, de les planter à un autre endroit, etc. Ou de ressemer, surtout pour les épinards perpétuels. Souvent, quand on laisse monter en graines, ça vient 2 mètres de haut, ça attire énormément les cirfes et les mouches parfois aussi, qui vont polliniser, et eux et d'autres plantes par après. Donc ça se ressème alors tout seul et vous trouvez, si vous avez l'œil, vous trouvez les jeunes plantes qui arrivent et vous mettez souvent de toute façon pour les épinards perpétuels avec 1, 2, 3 pieds, on a largement assez pour une famille ordinaire. On ne mange pas ça tous les jours non plus. Mais ça peut très bien servir aussi comme engrais vert. Donc on fauche et on met sur le sol. L'avantage, c'est qu'on a ça en été quand il n'y a pas possibilité d'avoir des épinards. Parce que l'épinard n'aime pas du tout la chaleur. C'est pour ça qu'il ne lève déjà pas quand la température est au-dessus de 20 degrés.
Donc, voilà. Donc, l'oseille, c'est 111 090 jusqu'à 112 005. Donc, il y a aussi des différentes sortes, etc. Les navets. Donc, maintenant, on aura encore peut-être des beaux navets avant l'hiver. S'ils sont assez gros, il faut les récolter avant les plus fortes gelées. Sinon, un navet mature gèle. Il est rempli d'eau et il gèle. Tandis que quand ils sont petits encore à l'entrée de l'hiver, ils vont végéter, mais ils vont beaucoup moins vite geler. Et ils vont grossir un petit peu au printemps. Pas attendre trop longtemps parce qu'après ils vont monter en fleurs. Et là, ils deviennent coriaces, hein, ils deviennent fibreux. Mais c'est une façon d'avoir des navets, peut-être pas très gros, mais après l'hiver. Un navet, ça coûte le prix de l'or quand on achète au magasin. Et c'est quand même relativement facile à faire pousser dans son jardin. Il existe aussi tas de variétés, de couleurs, de goût, c'est toujours un peu le goût de navet, mais bon, il y a quand même des nuances dans les goûts aussi. Donc il faut un peu essayer, éventuellement acheter 2-3 variétés et mélanger les graines à la limite, hein, ou bien séparément, et faire ces essais. Quoi. Les mâches, les salades de blé, germent pas au-dessus de 20 degrés non plus. Donc si on fait en alvéole et qu'il fait chaud, il y a moyen. Même les épinards, il y a moyen. Mais alors mettez en pot, en alvéole, et un endroit, même une cave, jusqu'à ce que ça germe, ou ce qui fait plus frais. Un local où ce qui fait moins chaud, qui est bien isolé, ou un garage, ou un endroit qui ne fait pas trop chaud. Quoi. Donc il y a moyen. Hein. On peut les semer directement dehors. Là, souvent, ils seront beaucoup trop drus, donc il faudra prélever, éventuellement repiquer, ça peut se repiquer, mais aussi laisser une bonne distance entre chaque plant, hein, au moins 10-15 cm, et ça va s'étouffer, ça va quand même remplir, surtout quand c'est ceux à grosses graines de Hollande, qui prennent déjà un peu plus de volume, des plus grandes feuilles, qui seront très bons jusqu'au gelé, et après qui seront bons. Donc, vous voyez la différence. Hein. Donc, ils perdent un peu leur goût quand ils ont eu des gelées. La verdure est toujours là. Je suppose que la plupart de ce qui contient est encore là, mais le goût est un peu amoindri. Tandis que les autres, à plus petites graines, justement c'est le contraire. Elles sont peut-être un peu moins goûteuses avant les gelées et elles deviennent de plus en plus goûteuses avec le froid. Voilà. Pour les faire lever, c'est parfois dur aussi parce qu'il faut de l'humidité. Donc dans les alvéoles, moi j'aime bien travailler comme ça. Je mets 1 ou 2 graines. Après, je garde le plus beau plant de chaque alvéole. Bon, la salade de blé, on pourrait encore mettre dans les petites alvéoles, pas trop grands. Moi j'aime bien travailler un peu plus dans les moyens. On sait en mettre moins sur la même surface, ça c'est l'inconvénient. Ils ont quand même un peu plus de terre. Maintenant on a fait rentrer aussi des alvéoles plutôt carrés, un peu plus profonds. C'est d'une autre marque. Pas marque, hein. C'est d'une autre marque. Mais l'inconvénient, je trouve, c'est que le trou en dessous est un peu plus petit. Donc il y a comme un petit cercle, il y a encore des trous à côté. Ça c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que c'est pas rond. Ça fait que les racines vont moins vite faire un chignon. Ça c'est l'avantage. C'est plus haut, c'est pour ça qu'on a pris cela pour plus haut, pour les choses qui ont besoin plus de hauteur pour les semis. Par exemple, si on veut faire des carottes ou des chicons ou des choses comme ça, que la racine, il faut mieux pas trop l'abîmer quand on va repiquer. C'est peut-être mieux d'avoir des choses plus hautes. Mais l'avantage aussi du carré, c'est comme je disais, hein, le chignon va moins vite se faire. Ça c'est un avantage. Mais sinon, s'il y a un chignon, il faut essayer de un petit peu l'ouvrir. Mais souvent, alors, on perd presque tout le terreau qui est autour des racines. Donc,
C'est comme pour tout, hein, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Maintenant, chacun de voir si c'est plus important les avantages que les inconvénients. Donc, voilà. Salade de blé très riche en protéines, donc pour la santé très intéressant. Donc lever plus vite quand on a congelé les graines. Donc pour tout ce qui est un peu plus lent comme ça, lever une fois congelé, donc je dis bien congelé, moins 18, pendant 24-48 heures. Il y en a qui laissent tout le temps au congélateur aussi. C'est comme ça que les réserves de graines qu'on fait dans des souterrains, etc., sont congelées pendant 20 ans pour garder les espèces aussi. Hein. Donc c'est comme ça qu'ils agissent. Pourquoi nous on ne pourrait pas? Donc, voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc les mâches c'est à partir de 102 jusqu'à 102, 0,41. Alors, ouais, toujours garder humide. Parfois l'oïdium s'installe, même dehors, par grande chaleur et sécheresse. Et parfois un bon arrosage à la pommette avec un arrosoir peut diminuer ou éviter justement qu'ils attrapent le blanc. Donc une période sec et chaud souvent est néfaste pour les mâches. De toute façon, quand on repique des mâches pendant l'été, ça monte assez vite. Hein. Mais quand on une période plus chaude, on va les mettre plutôt à l'ombre. Hein. Mais après, quand c'est un peu plus tard dans l'année, ils aiment bien la pleine lumière. Sinon, encore une fois, ils vont aussi devenir malades et ça ne va pas aller. Donc c'est un peu plus délicat. Il faut les planter alors à côté de quelque chose qui vient un peu haut quand c'est au début, qu'on va arracher, couper avant les froids. Hein. Il y a des plantes qui vont disparaître et qui vont un petit peu ombrager éventuellement la période qu'il faut. Les fraisiers, par exemple, je travaille comme ça aussi. Hein. J'ombrage avec des plantes pendant la période d'été, c'est souvent des haricots à perche. Bon, déjà, il y a le soleil, les perches c'est en tipi, donc il y a le soleil qui passe en travers plus ou moins, mais une petite période de temps en temps sur les fraisiers et ils ne sont pas brûlés par le soleil. Quoi. Tout ça, c'est des astuces à trouver, à cogiter. Les laitues, donc les salades, n'aiment pas non plus lever à la chaleur. Hein. Donc, même 10 degrés, c'est mieux que 20. Hein. Donc, surtout pas non plus trop au-dessus de 20 degrés, il va y avoir des déboires. Et en tout cas, chez moi, cette année-ci, elle monte plus vite que les autres années. Hein. Il y a eu un manque de lumière et il y a eu cette forte chaleur aussi, malgré qu'ils sont mis d'un côté qu'il n'y a pas trop de soleil. Ils ont peut-être 1 heure de soleil au matin, mais ils filent très vite, même les salades à couper, je trouve. Bon. Il y a des variétés qui sont moins sensibles à ça aussi. Donc les laitues, qu'est-ce qu'on va semer maintenant? Celles de toute saison. Bon, le nom, il le dit lui-même. Mais il faudra un peu quand même les protéger en cas qu'ils prévoient des gels. Hein. Parce que parfois, en une nuit, on perd tout. Et si on sait couvrir avec une boîte en carton, un seau en plastique, une boîte d'Isomo, tout ce qu'on peut éventuellement récupérer, un tunnel, fermer la couche, si on a mis un endroit que c'était une couche pendant le printemps, peut resservir en automne pour ce genre de choses-là. Voilà. Donc les salades, c'est 93 jusqu'à 93, 0,60 pour les toutes saisons, certainement, oui. Il y a les romaines, les Batavia, ils résistent un petit peu mieux au froid. J'insiste quand même au petit peu mieux. Donc 93, 0,65 jusqu'à 93, 0,79, je ne sais pas si ça se dit en français. 79, je vais dire. Les Français, ils apprendront un peu à la fois à parler belge. Et alors, ceux d'hiver, hein,
qu'on peut semer, repiquer soit dehors, soit en serre, soit semer sur place. Une salade qui lève tout seul et parfois aussi qui est semée sur place est moins vite attaquée par les limaces. Il faut savoir aussi que tout ce qui est rouge, feuillage rouge pour les laitues, est beaucoup moins vite attaqué par les limaces. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Contient aussi d'autres, les pigments qui sont là-dedans, c'est des autres aspects de nutriments qui sont dedans. Donc toujours, nous autres, on mélange toujours 4-5 différentes sortes de salades dans le même saladier, mais on ne coupe pas la salade à fond. On prélève des feuilles à fur et à mesure, surtout quand c'est des salades à couper. Mais même les autres, les pommées, les premières feuilles, elles vont périr si on les laisse. Nous, on coupe déjà et on mélange avec la salade à couper et toutes sortes d'autres choses. Avec les choux blancs, pour l'instant, j'ai les choux blancs qui sont des pointus, là, qui sont semés au printemps et qui donnent maintenant leurs pommes. Et c'est un moment un petit peu qui fait plus chaud, que c'est plus délicat d'avoir les autres salades, donc ça remplace en partie dans le saladier un peu de laitue. Moi j'aime bien aussi le croquant des pommes. Hein. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas aussi en laisser pommer et de temps en temps ça va varier les goûts, les couleurs, les aspects. Voilà, donc ça c'est les laitues. Ceux de printemps là, sont assez résistants aux gelées. Hein. Logiquement, ça devrait passer l'hiver, mais ils ne sont pas résistants aux limaces et aux pigeons. Donc là, il faudra prendre des précautions. Ramasser les limaces à la lampe de poche ou mettre des récipients en l'envers avec un petit peu de farine ou d'un son de seigle qui les attire de la fort. Ils vont rester sous le récipient pour se cacher, pour ne pas se faire manger par les merles et autres. Et alors le lendemain, vous retournez vos pots et ils sont souvent collés dans le fond, enfin, en dessous du pot. Sauf si le pot est vraiment en plein soleil et qui chauffe, parce que ça, ils n'aiment pas non plus. Donc, et les tranches de pain, ça marche aussi. Les tranches de pain, les pelures de pommes de terre. L'inconvénient, c'est que les pommes de terre risquent après de germer quand même que c'est des pelures. Pendant la guerre, on plantait des pelures, hein, parce qu'on mangeait les pommes de terre, on n'avait pas beaucoup de choix. Et on avait aussi des pommes de terre. Hein. Peut-être pas autant, mais des grosses pommes de terre souvent. Le plus que les plants sont petits, le plus que la récolte aura des grosses pommes de terre. Le plus qu'elles sont grosses, c'est un peu logique, ils vont produire plus de patates, mais ils n'ont que le même nutriment, donc elles vont grossir moins. Quand ils sont pas nombreux, ben, ils deviennent plus gros. Ça, c'était pas prévu non plus, mais n'oubliez pas de prélever vos plants de pommes de terre quand vous défaites vos pommes de terre. Hein. Ça coûte très cher si on faut les acheter. Ils sont meilleurs à fur et à mesure qu'ils sont dans le même terrain, dans les mêmes conditions de terrain. Ça coûte rien. Il faut les laisser à la lumière, pas en plein soleil, un petit peu ombragé, mais pas dans le noir surtout, hein, parce que sinon ils vont germer beaucoup trop vite. Donc un peu frais, à la lumière, et l'hiver, bien sûr, dès qu'il y a un risque de gelée, -1, -2, ils sont cuits. Hein. Donc il faut les rentrer à un endroit où ce qui ne gèle pas, mais à la lumière. Ça doit rester à la lumière. Contrairement, surtout pas faire ça avec les pommes de terre à manger. On pourrait dire aussi, ben, comme ça, chouette, ils ne vont pas germer. Je ne vais pas devoir tirer les germes, mais quand ils verdissent, ils deviennent toxiques. Hein. Donc, c'est la solanine, je pense que ça s'appelle. Donc, surtout pas donner ça à un petit enfant. Hein. Sinon, c'est le diarrhée sûr et des problèmes plus grave si vous répétez ce genre de choses. Ça aussi, si vous achetez des pommes de terre au magasin, regardez bien s'ils n'ont pas commencé à verdir. Hein. Laissez-les à ce moment-là. Hein. Je sais que Josine, longtemps, s'est battue avec un magasin ici, à Moucron,
parce qu'ils mettaient en vitrine leurs pommes de terre. En 3-4 jours, ils verdissent. Hein.